Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo d'aide sur un autre paradigme en programmation que je tenais à vous détailler puisque j'ai eu beaucoup de questions le concernant et beaucoup de retours et je voulais vous apporter de plus amples explications sur ce que l'on appelle communément la programmation orientée objet, la POO, ou alors la programmation objet pour faire plus court, et vous expliquer un peu le principe, vous expliquer un petit peu les avantages et qu'est-ce que ça a amené au niveau de la programmation par rapport aux anciens paradigmes. Alors avant de suivre cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous rendre sur la vidéo concernant, donc toujours une vidéo d'aide concernant la programmation impérative et la programmation procédurale. Ce sont des vidéos qui vous aideront déjà à comprendre ces deux paradigmes qui sont déjà un peu plus historiques, pour ensuite vous amener à ce paradigme de programmation objet, de programmation orientée objet. Alors on va reprendre tout un ensemble d'explications, je vais vous montrer aussi quelques schémas pour illustrer un petit peu tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo et qu'à la fin vous ayez vraiment compris le principe, voilà, parce que j'ai eu pas mal de messages, quelques personnes qui me disaient par exemple, vous voyez pas trop l'intérêt de la programmation objet par rapport à la programmation plus classique, on va dire, et cette vidéo est là du coup pour vous montrer voilà, dans quel cas ça peut être intéressant et quel est l'intérêt, l'utilité de cette manière de programmer, puisqu'un paradigme c'est vraiment une façon de coder. Alors la programmation objet, la programmation orientée objet, je ferai toujours plus court, pas forcément tout répéter à chaque fois, c'est à la différence de la programmation impérative par exemple qui se décompose en instructions. Donc je vais reprendre, et je pense que c'est toujours pareil, le problème de base, d'accord, on va reprendre exactement la même chose, donc les paramètres, nos variables, nos outils, etc., d'accord. On a ensuite une suite d'instructions, et on arrive à un résultat. Donc ça c'est plus ou moins le schéma que je reprenais pour chacune des vidéos concernant les paradigmes. Donc là où ça va se jouer comme toujours, c'est, alors déjà au niveau des paramètres, vous allez voir que ça va se comporter différemment. On va pas seulement intervenir sur la suite d'instructions pour le coup, mais on va pas mal travailler sur les paramètres. Déjà dans la programmation objet, on a forcément de la programmation impérative, logique, et on a forcément de la programmation procédurale, puisque nous allons utiliser des fonctions, d'accord, ou des procédures, obligatoirement dans ce paradigme-là. Sinon, on perdrait tout l'intérêt, toute l'utilité de cette manière de coder. Donc automatiquement, quand vous faites de la programmation objet, derrière, ça utilise évidemment les principes de la programmation procédurale impérative. On peut pas faire sans. En revanche, on peut très bien faire de la programmation procédurale sans jamais faire de programmation objet. C'est ce que vous faites peut-être déjà pour la plupart d'entre vous, ou que vous faisiez avant de découvrir ce nouveau paradigme. Alors l'intérêt de ça, c'est que au niveau des problèmes, comme on l'avait vu avant par exemple au niveau du paradigme procédural, je vous avais dit qu'on décomposait le problème par rapport à des fonctions. C'est-à-dire qu'au lieu de répéter du code et un ensemble d'instructions à chaque fois et d'avoir des répétitions qui ne sont du coup pas optimisées, on factorisait tout ça, d'accord, on faisait de la factorisation de code dans des fonctions. Fonctions, procédures, je vous avais expliqué que voilà, la différence c'était le fait que l'une ou l'autre retourne un résultat ou pas. Et c'est comme ça qu'on différenciait la fonction de la procédure. Donc ça c'est ce que j'ai pu expliquer dans la vidéo, notamment concernant la programmation procédurale. Là où ça va se jouer, le principe en tout cas de la programmation objet, donc on aura bien évidemment tout ça, c'est sous-entendu, mais on va en fait tout simplement diviser le problème, d'accord, donc notre problème de base, c'est ce que j'ai cité ici, on va le diviser en sous-parties, d'accord, donc plus ou moins en petits problèmes. Plutôt que de se dire par exemple, tiens, on a le projet à faire c'est telle chose, eh bien on va le penser en plusieurs sous-problèmes. On peut prendre l'exemple d'un forum, d'accord, un forum, au lieu de se dire, bah, tiens, on doit développer un forum de discussion, d'accord, pour un site web, si on pense juste comme ça, et qu'on commence à créer des fonctions pour chaque chose du forum, vous voyez qu'on va se retrouver avec tout un tas de fonctions, on va pas forcément savoir organiser tout ça, on va vraiment avoir un mélange un petit peu de code, même si on aura factorisé pour éviter les répétitions, on aura des mélanges, tout va être un petit peu mal organisé, on saura pas trop comment organiser nos fichiers, bref, ça ne sera pas forcément pratique, d'accord. Donc c'est pour ça qu'est née la programmation objet, d'accord, ce principe de codage, pour voir de manière un peu plus moderne et un peu plus naturelle, j'ai envie de dire, la manière de concevoir un projet. Alors si je prends un petit schéma, donc on va prendre l'exemple du forum de discussion, plutôt que de réfléchir en termes de forum, parce qu'un forum, dire bah voilà, faut développer un forum de discussion, c'est beaucoup trop vague, beaucoup trop abstrait, on peut le décomposer sous plusieurs parties. Les plusieurs parties, la question à se poser, c'est bien, par exemple, de quoi est composé un forum? Qu'est-ce qui peut constituer, dans notre projet en tout cas qu'on voudrait faire, un forum de discussion? Et on en dégagera très facilement un ensemble d'entités, d'idées ou de concepts. Alors là c'est plus quand même des entités par rapport aux exemples que je vous ai mis ici, mais ça rejoint ça. Ces entités, d'accord, ces concepts, ces idées, sont ce que l'on appelle des classes, d'accord. C'est pour ça qu'on parle de programmation objet, vous allez très vite voir pourquoi, puisque les objets seront en fait la génération de ces fameuses classes. Donc là, on se rend compte qu'il y a plusieurs entités. On peut dire que notre forum de discussion, on va gérer des utilisateurs. C'est une entité
propre à notre forum de discussion. On aura également des catégories pour ce forum, d'accord, pour gérer les différentes catégories qu'il y aura à l'intérieur. Dans chacune de ces catégories, nous aurons des sujets, d'accord, des sujets de discussion que chaque utilisateur pourrait créer. Vous voyez, on arrive déjà, rien qu'en comment dire, schématisant la chose, à trouver même des relations entre ces différentes entités, ces différents concepts. Dans chacun de ces sujets, les utilisateurs pourront poster, éditer, d'accord, des messages, ok. Donc vous voyez, on voit encore la relation entre l'utilisateur et les messages, le sujet et les messages, etc. Les sujets qui sont dans des catégories, ainsi de suite. Et ces utilisateurs fonctionneront par un système de droits, de permissions via des rangs, d'accord. Il y aura des administrateurs, il y aura des modérateurs, des utilisateurs standards, etc., etc. Et pourquoi pas inventer des groupes. Donc il n'y a que quelques idées, mais il pourrait évidemment y en avoir beaucoup plus, hein. On pourrait trouver tout un tas d'autres classes, donc d'entités, de concepts ou autres. Parce qu'on pourrait très bien par exemple avoir une classe qui va gérer la messagerie par exemple du forum, ou ce genre de choses, d'accord. Ne voyez pas forcément ça obligatoirement comme des entités propres, ça peut être juste des concepts, des idées, d'accord. Le fait par exemple d'avoir une classe qui gérerait les paramètres du forum, c'est tout à fait possible. On pourrait très bien avoir une classe un peu isolée, qui gérerait par exemple le nombre de messages qu'on affiche par page, vous voyez, ce genre de choses là. Ce serait tout à fait envisageable. Donc à partir de là, on va prendre l'exemple par exemple d'une seule de ces classes, d'accord, d'une seule de ces entités, puisque c'est ça qui est intéressant, et on va créer ce modèle. Donc moi j'ai pris l'utilisateur, vous voyez, hein, parmi la liste, et l'utilisateur c'est une classe, ok. On va créer une classe user, si on veut utiliser le terme anglais, utilisateur, peu importe, et on va la définir, d'accord. Une classe en programmation objet, d'accord, dans ce paradigme, c'est un modèle, c'est un calque, c'est un moule, d'accord. Imaginez un être humain qu'on dit que voilà qu'il est formé sur un moule, formé sur un modèle, d'accord, par rapport à un modèle génétique, etc. Le cerveau, on a tous normalement, quand on est en tout cas normalement formé, constitué d'une tête, de deux bras, voilà, deux jambes, etc. Donc on a ce modèle-là. On va retrouver du coup deux choses. Une partie ici avec, comme vous le savez en informatique, des variables. D'accord, les variables, et vous allez voir que si ces variables ont un nom assez particulier en programmation objet, contrairement à la programmation impérative ou procédurale, et on va avoir des, justement, fonctions ou éventuellement procédures, d'accord. Tout ceci se schématise de cette manière-là. On a donc la classe, ce que je viens de vous dire, ce qui compose les variables, d'accord, d'une classe, hein, et là j'insiste bien, les variables d'une classe sont appelées attributs ou éventuellement propriétés. Après il y a une exception avec quelques langages qui font la différence entre les attributs et les propriétés, mais ça rejoint le même principe, ce sont des variables qui appartiennent, qui sont à l'intérieur d'une classe, et c'est ce qui compose la structure de cette classe, d'accord. On peut dire qu'un utilisateur, sa structure c'est quoi? Eh bien c'est qu'il possède un nom, un email, par exemple ici ce serait une date d'enregistrement, une date de naissance, le nombre de messages qu'il a publié sur ce fameux forum, parce qu'on reste toujours sur l'exemple du forum, et son rang sur le forum. Et avec ça, en parallèle, nous avons un comportement à définir pour cet utilisateur. Le comportement, c'est les services que peut rendre cet utilisateur, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle les méthodes. Méthode, c'est simplement le terme pour définir une fonction de classe, c'est tout. C'est vraiment, faut pas chercher plus compliqué, faut pas s'imaginer voilà que c'est tout un truc différent, c'est simplement un autre nom qui nous permet, nous, quand on en discute avec d'autres développeurs, de faire la différence entre langage où l'on programme en objet et quand on programme simplement en procédural. Quand on parlera de fonction procédure, on saura que l'on parle pas en général d'objet, et si on commence à parler de méthode, on pourra à peu près se douter que l'on parle de programmation objet pour le coup. Et là, nous avons tout ça, c'est ce qui définit le comportement, donc publier un message, l'éditer, accéder à son profil, éditer son profil, s'inscrire sur le forum, se connecter, se déconnecter, etc. On peut imaginer tout un tas d'autres méthodes, et bien évidemment tout un tas d'autres attributs. Donc ça c'est le modèle, d'accord. À partir de ce modèle du coup, de classe, d'accord, quand nous avons notre classe, donc c'est un modèle on peut dire de conception, on peut dire plus ou moins ça, nous allons créer une version, d'accord, nous allons en fait donner vie à cette classe en l'instanciant. On va créer donc une instance de classe, et une instance de classe, ça s'appelle un objet. Et c'est pour ça que l'on parle de programmation orientée, donc qui va vers un objet, parce qu'elle permet en fait à partir d'une classe de générer, de produire des objets. Donc on s'oriente vers un objet, on parle de programmation objet. Le terme vient tout simplement de là. Donc à partir du moment où je vais créer, par exemple ici, une instance de la classe utilisateur, je vais créer un objet utilisateur. Si je fais une deuxième instance, j'aurai un deuxième utilisateur. Et on est parfaitement d'accord que ces deux utilisateurs suivront le même modèle, ils auront tous les deux leur nom, leur email, etc. mais des informations pas forcément identiques. Sauf si on fait bien évidemment des objets clonés, d'accord, des clones. Et ils pourront chacun se comporter différemment selon une liste de choses qu'ils sont capables de faire. D'accord. Donc par rapport aux méthodes qui auront été définies. Voilà comment ça fonctionne. À partir d'un objet, on peut ensuite accéder à sa structure,
d'accord, ces attributs, qu'est-ce qui là, le spécifie, et on va pouvoir lui faire des choses à cet objet. On pourra lui faire toutes ces choses-là. C'est là la grosse différence, c'est que en simple programmation procédurale, il nous faudrait éventuellement créer des structures ou créer voilà tout un tas d'autres variables pour pouvoir grosso modo schématiser un peu ce fonctionnement, d'accord, d'objet. C'est pas forcément pratique. Imaginez de réaliser un forum de discussion, par exemple, ce que je vous montre là, simplement en procédural, et très vite, de vous-même, vous vous rendrez compte du, pas forcément du problème, parce qu'on pourrait très bien faire ça en procédural, hein, c'est pas impossible, mais vous verrez que c'est moins pratique. Parce que vous allez forcément avoir cet utilisateur dans votre forum, mais en procédural, vous pouvez pas forcément rassembler tout ce qui concerne l'utilisateur au sein de quelque chose, d'accord, d'un même endroit, d'une même, on va dire d'une même boîte. Et automatiquement, c'est plus contraignant et ça va être plus compliqué à développer et surtout à maintenir par la suite, à faire évoluer. Là où la programmation objet tire cet avantage de pouvoir justement rassembler tout dans cette fameuse boîte, ici l'utilisateur, qui possède encore une fois sa structure et son comportement. Alors ça on va garder pour plus tard. Donc voilà grosso modo pour ce principe encore une fois d'objet. L'objet est une instance, d'accord. On crée en fait, on donne vie à une classe, donc suivant le modèle d'une classe, et l'objet est construit suivant la classe, d'accord, pour posséder la fameuse structure et le comportement qu'il pourra utiliser, d'accord, qui lui permettra de s'exprimer. Donc ça c'est une première chose importante, d'accord, au niveau de la manipulation. Vous voyez que du coup on va réfléchir différemment en programmation. Il ne s'agit plus d'avoir des simples fonctions à droite à gauche, chaque fonction sera reliée, sera à l'intérieur de classes spécifiques. On ne veut pas par exemple que, je sais pas moi, une classe par exemple section de forum, elle puisse se connecter, ça voudrait rien dire. Enfin, quelle est la logique dans le fait qu'une section de forum puisse se connecter au forum? Comprenez bien que c'est absolument absurde. Donc justement, ce principe d'objet permet de définir, de diviser sous forme de parties, d'entités, d'idées, de concepts, et de relier les méthodes et les attributs de manière logique et sensée à chacune des classes qui correspondent. Et là, pour un utilisateur, c'est logique que l'utilisateur se connecte au forum. Par contre, une section, elle n'a pas à se connecter au forum. Ça veut absolument rien dire. Voilà ce principe-là, du coup, que je voulais vous expliquer sur cette vidéo. Donc ça, c'est la première partie, d'accord? L'objet est une instance de classe, d'accord? On donne vie, suivant ce modèle de classe, pour créer une instance. Et cette instance a sa propre durée de vie, ses propres attributs, et elle pourra faire ses propres choses, elle aura son propre comportement propre, comme un être humain, d'accord? Chaque être humain se comporte différemment à sa manière, il possède son propre comportement et ses propres attributs. Donc là, c'est ce principe-là. Donc ça, chacun sa propre durée de vie, d'accord? Ça paraît normal, comme une variable, comme n'importe quoi. Donc un objet, pour certains langages, en tout cas surtout au niveau, ça va être créé dans une variable, c'est-à-dire que vous allez faire par exemple une variable, d'accord, et vous allez créer une instruction d'affectation. Vous savez, la liste d'instructions qu'on avait vue sur la vidéo concernant le paradigme impératif, eh bien vous allez affecter par exemple un nouvel objet. Par exemple, nouveau, on pourra faire ici, nouvel utilisateur. Et on lui passera ses différents paramètres, son nom, etc., son nom, son âge, enfin voilà, tous les paramètres qu'on a définis dans la classe. Et on aura créé dans la variable cet objet. Et donc la variable contiendra l'instance. Et à partir de là, on pourra utiliser notre instance. Donc par exemple, je vais mettre Tom, par exemple, qui est un nouvel utilisateur, d'accord, avec tous ces différents paramètres. Et après Tom, eh ben, il pourra utiliser, d'accord, certaines choses. Faire ceci, voilà. Faire cela, ou accéder à ces différents attributs, d'accord. Par exemple, on pourra afficher Tom, on va dire par exemple nom de Tom. Je mets pas du code, hein, j'évite d'écrire de la syntaxe de code, puisque le but c'est que voilà, c'est de vous expliquer ça avec du texte simplement, et pas de commencer à faire du code. Voilà, donc on pourra afficher le nom de Tom, puisqu'on a vu que un utilisateur possède un nom, ou en tout cas ici un pseudonyme, mais bon, username, voilà, c'est plus dans ce sens-là que je parle. Voilà pour cette partie concernant l'objet, d'accord, qu'il faut comprendre. Donc déjà, je pense que ça vous a pas mal aidé, pas mal éclairci sur certaines choses, si vous n'avez pas compris déjà ce principe-là, de véritablement créer un modèle de conception, et ensuite de lui donner quelque chose de concret, de lui donner vie en créant une instance et en produisant un objet, d'accord. On produit un objet, on peut en produire plusieurs, basés sur ce même modèle. On va définir une seule fois cette classe, dans un code, hein, on va créer un code où on va créer la classe, et après, de cette classe-là, on pourra, dans autant de variables qu'on veut, créer plusieurs instances de classe, plusieurs objets. Et chacun de ces objets seront différents. Sur un jeu vidéo, imaginez chaque utilisateur du jeu, chaque mob, chaque donjon, hein. Un donjon, ça peut être effectivement schématisé sous forme d'objet. On peut avoir une classe de donjon dans un jeu RPG, par exemple, et instancier un donjon, d'accord. On aura une instance de donjon. Donc ce genre de choses. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire également qu'on pourrait pas oublier? Je pense qu'on va continuer à reprendre sur le schéma pour voir un petit peu les autres avantages que peut donner ce paradigme, d'accord. Un autre point essentiel également, c'est
l'héritage. Donc ça, l'héritage, si vous suivez mes cours sur des langages de programmation où nous faisons de la programmation objet, il y a forcément un moment où j'ai fait une vidéo, où je fais une vidéo pour vous parler de l'héritage, parce que c'est une des notions, un des concepts que l'on apprend en programmation objet. Donc c'est pas lié par exemple au langage C++, au langage Java, au langage PHP, c'est un concept de programmation objet, qui évidemment nous devons mettre en application dans chacun des langages qu'ils proposent, avec une syntaxe différente, une manière de l'écrire différemment, mais à partir du moment où vous avez compris la notion, et c'est ce que je vous dis souvent dans mes vidéos, une fois que vous avez compris les notions, en fait, vous verrez qu'apprendre un langage de programmation, c'est très facile. Vous pourrez apprendre des dizaines de langages de programmation si vous voulez, puisque vous maîtriserez les concepts. Le plus dur, c'est vraiment pas apprendre le langage, ça c'est juste une manière d'écrire, et franchement c'est loin d'être compliqué et d'être long à faire. Le plus compliqué, c'est les notions, les concepts. Une fois que vous savez ce qu'est un héritage en programmation objet, vous pourrez l'apprendre en 20 minutes en Java, vous pourrez l'apprendre en 10 minutes en C#, vous pourrez l'apprendre en 10 minutes en C++, et terminé. Ce sera vraiment très très simple à mettre en application, puisque vous maîtrisez, vous comprenez le concept. Donc justement, puisqu'on parle d'héritage, voilà comment ça se schématise très facilement, d'accord? Donc si je prends par exemple la gestion des objets dans un jeu, parce que je prends souvent cet exemple, vous me connaissez un petit peu, hein, parce que les jeux sont quand même faciles, voilà, à utiliser pour schématiser, pour exprimer et illustrer des idées. Donc un jeu RPG, hein, un jeu de rôle, hein, pour ceux qui connaissent pas, vous avez un personnage, vous devez le faire évoluer avec des niveaux, il peut utiliser des objets, il peut ramasser des objets, il tue des monstres, il fait des donjons, ce genre de choses. On peut du coup schématiser avec un héritage plusieurs classes, c'est-à-dire que peut-être que vous, en tant que, je m'adresse en tout cas aux néophytes en programmation objet, vous vous diriez dans un jeu RPG, on va avoir une seule classe pour gérer les objets. Eh bien en réalité pas tout à fait. Si on veut être beaucoup plus précis, faire les choses de manière plus optimisée, nous allons pouvoir décomposer, alors c'est un exemple parmi tant d'autres, ça veut pas dire que c'est celui qu'il faudrait faire à chaque fois dans tous les jeux, mais ça peut être un exemple possible, schématiser ça sous forme de plusieurs classes. De me dire un objet, pour moi c'est quelque chose de pas forcément, vous voyez, très clair. C'est-à-dire que j'ai un objet, qui composera n'importe quel objet du jeu qui est là. C'est une classe. Donc elle possédera, pareil, sa propre structure, son propre comportement. Elle aura des attributs, le nom de l'objet, le prix de vente, etc. Et des méthodes. Par exemple, le fait de retirer un objet de l'inventaire, de l'acheter, ce genre de choses. Bref, tout un tas de particularités. Grâce à l'héritage, on va dire, bah voilà, que cet objet, on veut pouvoir créer des objets spéciaux, d'accord, des objets spécialisés. Ça veut dire des objets qui possèdent tout ce qu'a cette classe item, que ce soit dans sa structure et son comportement, et des choses éventuellement en plus. Donc on peut créer des classes ici. Donc par exemple weapon pour une arme, un consommable, ça peut être une potion, ce genre de choses, d'accord, des objets que l'on dépense et qu'après nous n'avons plus, et une armure, par exemple, un type d'armure. Et de là, bah, l'arme, le consommable ou l'armure, ils auront tous les attributs, donc toutes les variables que possède le simple item, d'accord, donc le nom, le prix de vente, etc., mais peut-être d'autres choses. Par exemple, l'arme, elle aura une puissance d'attaque. Puissance d'attaque qu'un simple item de base n'aurait pas. On va pas mettre une puissance d'attaque sur une potion, on ne mettra pas non plus une puissance d'attaque sur une armure. Vous voyez, c'est parfaitement logique. C'est comme ça qu'on décompose forme de classe, et qu'on comprend que c'est logique en fait comme manière de penser. Vous voyez, quand on décompose, on comprend bien qu'une arme, voilà, c'est logique qu'elle ait une puissance d'attaque, alors qu'une armure, pas du tout. Une armure, elle est faite pour défendre, pas pour attaquer, normalement en tout cas. Et de là, on peut continuer évidemment dans l'héritage, c'est-à-dire qu'on peut faire hériter des classes qui héritent déjà elles-mêmes. D'accord, il n'y a pas de limite en fait, on peut sans problème comme ça descendre au maximum. Comme un héritage familial, c'est exactement pareil. On a la mère, on a la mère, le père, on a les enfants, on a les petits-enfants, etc. Donc d'une arme, on peut très bien dire qu'une arme, on va créer une arme spéciale, un peu spécialisée, qui possède tout ce qu'a l'item, puisque ça l'arme là, tout ce qu'a l'arme, que l'item éventuellement n'aurait pas, ou le consommable ou l'armure, plus des nouvelles choses. Et on peut créer par exemple une classe d'arme magique. Donc l'arme magique sera une sorte d'arme, mais avec encore des choses en plus, peut-être des attributs en plus, et peut-être un comportement supplémentaire, donc des méthodes en plus. Et c'est ça le principe d'héritage en programmation objet, d'accord? Donc si on détaille un peu plus, voilà comment ça se décompose. On a la classe mère, ce qu'on appelle la classe mère, hein, voilà, item ici. On aura les classes filles, d'accord, toutes celles-ci, qui ont chacune du coup, vous voyez, leur propre vie, hein, elles sont indépendantes en fait. D'accord, l'arme n'est pas une armure, l'armure n'est pas un consommable, mais ils sont tous basés quand même déjà de base sur un même modèle. Ils ont tous un nom d'objet, ils ont tous un prix de vente, ils ont tous, voilà, vous voyez, certaines informations comme ça. Et ici, weapon, c'est la classe mère de Magic Weapon, elle-même, voilà, qui est une classe fille à la base, et la classe mère de Magic Weapon, et Magic Weapon est la classe fille de Weapon, ok, de l'arme. Voilà comment ça se décompose. Donc ça, un concept très important en programmation objet, qui ne serait évidemment pas possible à mettre en place, à mettre en œuvre, avec de la simple programmation procédurale. Donc vous voyez encore un autre avantage, comme ça,
à programmer en objet, c'est ce principe d'héritage. Donc il y avait déjà le fait de diviser le problème en entités, en classes, etc. Là vous avez un autre avantage, c'est ce principe d'héritage qui permet de spécialiser les choses. Et on reviendra un petit peu dessus sur la fin de toute façon. Une autre partie qui rejoint de toute façon l'héritage et qui est très intéressant aussi, c'est tout simplement la généricité du code et surtout le principe de polymorphisme, d'accord? Donc j'ai repris pareil ici l'idée sur un jeu vidéo par exemple, pour illustrer ce principe de polymorphisme. Là où c'est intéressant, ce polymorphisme, c'est que par exemple, nous allons avoir un véhicule. Mais ce véhicule, nous n'allons jamais en créer. C'est-à-dire qu'au niveau de notre jeu vidéo, jamais nous n'allons créer d'objet, d'instance de cette classe véhicule. On aura donc ce qu'on appelle en informatique une classe abstraite ou éventuellement une interface. Ça dépend ce que certains langages de programmation ne proposent pas les interfaces. Mais ils ont que les classes abstraites ou inversement, ou alors ils ont les deux. Mais peu importe, ça rejoint quand même plus ou moins la même idée, et si vous voulez savoir la différence entre les deux, eh bien dans les langages en question où on en fait référence, je vous explique en général la différence entre une classe abstraite et une interface. On a pour ce véhicule de base une méthode move qui permet de se déplacer avec ce véhicule. Mais on va pas dire comment elle se déplace. D'accord? On ne dira pas comment ce véhicule se déplace, puisqu'on ne va jamais créer de véhicule de base comme ça. On dit juste, pour ce véhicule, si tu regardes voilà comment est fait, quel est le comportement de ce véhicule de base, tu sauras qu'il peut se déplacer. Et c'est tout. On aura notre fameuse classe abstraite, notre interface, peu importe. De là, nous allons par héritage créer des classes spécialisées, des classes concrètes. Donc ça c'est abstrait, ceci, une interface ou une classe abstraite. Là nous avons quelque chose de concret. Et nous pouvons en créer autant que nous voulons. On dit voilà, on a un véhicule, cette fois-ci, mais des choses beaucoup plus spécifiques. Par exemple, un bateau, un navire, d'accord? Une charrette, admettons, donc c'est un autre type de véhicule, ou un avion, d'accord? Un véhicule volant. Et chacun, vous voyez, on retrouve, évidemment, parce que c'est de l'héritage donc qu'ils ont, si le véhicule de base, il a une méthode pour se déplacer, les classes filles, elles ont forcément également accès à cette méthode. Mais on va la redéfinir, cette méthode. Ça veut dire autant là, on n'avait pas dit comment un véhicule de base se déplaçait, par contre là on va bien spécifier, bien coder en fait, implémenter cette méthode move en disant voilà, un navire ça va se déplacer de telle manière. Mais une charrette, elle va se déplacer elle de telle manière. On ne déplacera pas une charrette comme on déplace un navire. Et l'avion, il va se déplacer à sa manière aussi. C'est le principe du polymorphisme. C'est-à-dire que vous avez qu'une seule une seule comme ça méthode de base, abstraite, vous allez la définir concrètement dans chacune des classes filles, et au moment où vous allez vouloir dans votre jeu vidéo faire déplacer votre véhicule, et bien via le principe de la programmation objet, votre programme saura exactement quelle méthode utiliser. Si vous êtes dans un navire et que vous demandez à vous déplacer dans le jeu, il saura qu'il doit utiliser cette méthode move là. Il va pas aller utiliser la méthode move de l'avion si vous êtes dans un bateau, ça n'aurait absolument aucun sens. Et c'est là l'intérêt, et ce principe de polymorphisme, d'accord? C'est le fait de pouvoir comme ça générer un code, abstrait, de créer des parties concrètes, et ensuite, à l'exécution de votre code, à l'exécution du programme, du jeu, eh bien, on va déduire le bon comportement à adopter, et on va pas s'amuser à faire voler un navire, sauf si vous voulez créer un navire spécifique. Ça vaudrait le coup, par exemple, ici, de se faire une autre classe fille en disant, par exemple, navire volant. Pourquoi pas, vous voyez, on peut trouver plein d'idées après, assez folles dans un jeu vidéo, mais dans la base, si on suit plus ou moins la réalité, normalement on n'est pas censé faire voler un navire, d'accord? Donc à partir de là, un navire va se déplacer sur l'eau, tandis qu'un avion se déplacera dans les airs. Voilà pour ce principe de polymorphisme. Et j'en viens à un autre principe également, et après je reviendrai sur un principe que j'ai pas forcément détaillé, puisque c'est assez simple à comprendre, mais je reviendrai quand même dessus, puisque c'est l'intérêt de cette vidéo, c'est de faire quelque chose d'assez complet, qui est à mon sens un des plus importants aussi, c'est la réutilisation du code. Peut-être sans vous en rendre compte, si vous utilisez déjà des langages objets, si vous suivez déjà des formations sur ma chaîne, PHP ou je sais pas, ou voilà un langage objet en Python, etc. Vous utilisez peut-être sans le savoir, ou alors vous le savez, du code que vous n'avez pas développé, d'accord? Soit du code natif, c'est-à-dire par exemple si vous programmez en Python, vous utilisez les modules natifs de Python, sans vous en rendre compte, ou des classes de Python. Quand vous faites par exemple un entier, vous créez en fait une instance, d'accord, de integer, qui est la classe pour gérer les nombres en Python, ou autre, ou str pour les chaînes de caractères, et ainsi de suite. Donc vous pouvez sans problème, et ça c'est ça qui est intéressant, prendre un code tiers, c'est-à-dire vous pouvez simplement avoir un code tiers, donc ça peut être une bibliothèque, ça peut être un package, un module selon le langage, des fois ça n'a pas forcément le même nom, mais peu importe, on s'en fiche. Vous avez différentes classes qui sont évidemment qui ont été créées par des développeurs qui ont développé ces bibliothèques, ces packages, ces modules, et vous les utilisez simplement. Je prends l'exemple par exemple en PHP avec la classe PDO, qui est native, ça permet de gérer les bases de données en PHP.
Vous n'avez pas besoin de savoir comment la personne a codé la classe PDO, vous avez juste besoin de connaître ces méthodes pour savoir comment l'utiliser. Comment je me connecte à une base de données, comment je fais une requête, etc. Et pour n'importe quel module, n'importe quelle bibliothèque, ce serait pareil. En langage C, si vous avez suivi ma formation, on utilise la bibliothèque SDL à un moment donné. La bibliothèque SDL, jamais on a été voir dans les vidéos, vous pourrez vérifier, jamais on a été regarder le code de la SDL. Pourtant, on arrive à l'utiliser sans problème. Alors là, c'est différent, c'est pas de l'objet. Hein. La SDL ici n'est pas un objet, mais voilà, une bibliothèque, ça peut être tout à fait modulaire. On peut simplement la faire en procédural. Mais vous verrez qu'il y a des bibliothèques pour gérer des interfaces en 2D qui fonctionnent sur la base objet, d'accord? Donc via plusieurs objets. Donc on peut soit utiliser tout bêtement une bibliothèque, un package, etc. dans son code, d'accord? On utilise quelque chose qui a déjà été créé, déjà inventé. C'est l'intérêt de l'informatique, c'est pas forcément tout réinventer à chaque fois, tout recoder. On peut utiliser des choses déjà existantes. Mais en plus, si jamais il y a quelque chose qui à votre goût n'est pas assez complet, ou que le comportement n'est pas tout à fait celui que vous vouliez, ou vous voulez rajouter des choses, eh bien par ce principe que nous avons vu ici, d'accord, avec l'héritage, vous pouvez également bien évidemment faire de l'héritage sur des classes qui ne sont pas de vous à la base. Admettons ici que la personne avait créé une classe interface, d'accord, pour gérer je ne sais pas quoi, hein. J'ai mis des noms comme ça au hasard, mais franchement peu importe à quoi ça s'applique, et vous, vous voulez créer, donc reprendre tout ce qu'il y a mis dans cette interface, en vous disant, bon bah, est-ce que la personne a codé pour cette interface, c'est bien, mais je vais rajouter peut-être des attributs en plus, ou des méthodes en plus. Bah vous allez tout simplement créer une nouvelle classe, user interface, qui va, comme pour ce modèle, admettons ici, hériter de la classe interface de base, et vous allez du coup ajouter tout ce que vous voulez. Donc cette user interface, elle possède, comme j'ai déjà dit avant, toute la structure plus le comportement de la classe interface, la classe mère, puisque c'est une classe fille, mais en plus, vous allez pouvoir créer vos propres attributs, vos propres méthodes, c'est pas obligatoire mais vous pouvez, et plus ou moins, d'accord, redéfinir des méthodes qui existent déjà. Si admettons dans l'interface il existe une méthode pour l'afficher, mais que vous voulez la faire différemment, bah vous pouvez créer une méthode afficher qui sera différente. Et à l'exécution de votre programme, quand on va dire afficher la fenêtre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier d'abord dans la classe fille. Et voyant qu'il y a une méthode pour afficher, il va plutôt utiliser cette méthode-là à la place de la méthode qui a été définie de base par le concepteur de base dans la classe interface. Ça, c'est la redéfinition de méthode. La redéfinition de classe, c'est de spécialiser un comportement. On va toujours prioriser au plus bas ce qui a été redéfini dans les classes filles. Et si on voit que dans la classe fille, il n'y a rien qui a été redéfini, réécrit, on va remonter voilà, un cran en haut, donc dans une classe mère. Et si on ne trouve pas dans la classe mère, on remonte encore, et ainsi de suite, jusqu'à revenir à la classe la plus en fait en haut, la plus basique, celle qui est la plus haute de toutes, la classe mère, on va dire originelle. Voilà comment fonctionne ce principe-là. Alors, je pense que vous avez maintenant, et j'espère en tout cas bien compris le principe, d'accord, de cette manière-là. Une autre chose que j'ai pas forcément spécifié parce que je le répète énormément dans mes vidéos quand on aborde la programmation objet, mais je vais le dire pour terminer celle-ci, cette vidéo d'aide générale, c'est le principe également d'encapsulation. Ça veut dire quoi? Mais c'est pas forcément d'ailleurs à l'identique pour tous les langages de programmation, mais je vais parler ici de manière générale. C'est qu'on va partir du principe, et je l'ai dit tout à l'heure, que chaque classe est indépendante, d'accord? Par exemple, un utilisateur, il a, encore une fois, ses propres attributs, son propre comportement, le message également. On n'a pas forcément envie, par exemple, qu'un message, directement, il puisse accéder, par exemple, à la date de naissance de l'utilisateur. Ou même que de l'extérieur de tout notre programme, de toutes nos classes, on puisse dire, bah tiens, je veux directement accéder à la date de naissance de l'utilisateur. Pour cela, qu'est-ce que nous ferons à la place? Nous ferons ce qu'on appelle donc, nous respecterons le principe d'encapsulation. C'est-à-dire par exemple si on veut accéder ici à la date de naissance de notre utilisateur, on va créer une méthode, que j'ai pas écrite ici dans la liste, mais on va la créer quand même. On aura une méthode, par exemple, qui permettra de retourner, récupérer la date de naissance. Quel avantage ça, vous me dites, parce que vous pourriez très bien directement accéder à là, c'est simplement le principe de respect en fait des attributs. Les attributs sont privés, d'accord, c'est les informations privées de la classe. Donc elle peut accéder à ces attributs, elle a le droit, d'accord, c'est ces informations privées. Par contre, quelqu'un qui n'est pas un utilisateur, on n'a pas envie qu'il accède aux choses privées de l'utilisateur. Donc à la place, on lui permettra d'y accéder par l'intermédiaire de méthodes. Et l'avantage, c'est que ça permet de filtrer les choses. Par exemple, avec des méthodes, on pourra interdire certaines classes ou certaines parties du code à accéder à certains attributs en fonction. De dire, bah tiens, par exemple, cette personne, tu peux pas lire son rang. Ou là, tu peux pas lire l'adresse email parce que la personne l'a passé en privé. Vous voyez, selon comment on aura défini l'objet en question, on pourra par exemple autoriser l'accès à certains attributs ou non par le biais de méthodes. Parce que dans une méthode, comme il s'agit d'une fonction, on en revient au principe de base comme on a en programmation impérative, vous pourrez utiliser des conditions, vous pourrez faire des boucles, des affectations, lire des variables, les récupérer, etc. et faire tous les tests que vous voulez.
Donc il n'y a pas de problème absolument à ça. Quel principe de ça? Bah tout simplement, admettons vous voulez publier, accéder à l'interface d'administration de votre forum, eh bien on peut vérifier le rang. Si l'utilisateur n'est pas un administrateur, il n'a absolument pas accédé au panneau d'administration. Ce genre de choses. Donc voilà un petit peu ce principe d'encapsulation que j'ai expliqué ici quand même brièvement pour le coup, mais comme je le détaille énormément de toute façon dans tous les cours que je fais en programmation objet, vous ne serez pas perdu. Là l'avantage c'était vraiment de vous expliquer le principe, parce que c'est ça qui revenait souvent, c'est des gens qui me disaient je comprends pas trop le principe de la programmation objet, j'ai jamais programmé en objet, ça m'a pas empêché de faire mes projets, de faire mon code et tout, donc je vois pas forcément qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de plus ou de mieux. Donc là je vous l'ai expliqué, à vous de voir. Maintenant, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, pour terminer cette vidéo, c'est de forcément et absolument tout programmer en objet. Il y a beaucoup de gens, souvent, donc ils étudient la programmation, on va dire un peu plus classique, procédurale, tout ça, et le jour où ils découvrent la programmation objet, ils abandonnent tout ce qu'ils ont vu côté procédural, impératif. Enfin, plus ou moins, en fait, ils ont l'impression qu'ils le font, mais en réalité, comme je vous l'avais dit, en fait, on continue d'en faire, parce qu'on utilise des fonctions, des conditions, tout ça. Mais ils font absolument que de l'objet. C'est-à-dire que dès qu'ils veulent créer quelque chose, même si par exemple ils ont une seule fonction, je sais pas moi, pour récupérer l'adresse IP d'un utilisateur, et ben ils vont aller créer une classe qui possédera simplement une seule méthode pour récupérer une adresse IP. Ce qui est absolument contre-productif, parce que créer une classe pour avoir qu'une seule méthode dedans, honnêtement ça sert à rien. Autant juste avoir une petite fonction qui traîne comme ça, et vous l'utilisez directement, c'est beaucoup plus rapide. Pas besoin d'instancier un objet qui prendra un peu plus en mémoire, en ressources, etc. Donc ne tombez pas dans le piège, parce que je le vois beaucoup, surtout pour ceux qui apprennent la programmation, qui débutent, qui se forment, ne tombez pas dans le piège de mettre de côté certains paradigmes pour en privilégier d'autres. Le bon programmeur, et je le dis quand même assez souvent, je me répète assez souvent là-dessus, c'est celui qui sait manipuler tout, donc qui connaît un maximum de paradigmes, un maximum d'outils, etc., et qui sait les utiliser le bon moment, à bon escient. Voilà. C'est la différence entre le bon et le mauvais programmeur. Le mauvais programmeur, il fera tout en procédural ou tout en objet. Après, bien sûr, s'il y a un langage qui ne permet pas de faire de l'objet, bah, vous serez obligé de faire du procédural, mais prenons un langage qui est multi-paradigme. Le bon programmeur, c'est celui qui dira, bah voilà, là j'ai la grosse partie de mon programme, la structure, la grosse, voilà, comme pour le forum par exemple, j'ai tout un ensemble ici de choses assez lourdes, on va dire, à gérer, ça je le fais en objet, et il va faire du coup, vous voyez, bah, des classes. Là c'est bien pensé. Par contre, à un moment donné, il veut gérer par exemple ses paramètres, des paramètres externes au forum ou autre, eh bien il va pas se dire je vais créer une classe pour gérer ces paramètres. Non, il peut très bien dans un fichier à part créer quelques petites fonctions, 2-3 fonctions par-ci par-là, et c'est tout, ou un fichier de configuration qu'il charge dans une classe. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin de forcément créer une classe pour la configuration d'un forum, ou ce genre de choses. C'est à vous de voir, de réfléchir quand vous développez un programme, un projet, de réfléchir là-dessus, de vous dire, bah, pour telle partie de mon projet, je travaille en objet, et pour telle autre partie qui a besoin d'être rapide, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, je peux le faire en procédural, j'ai pas besoin de commencer à créer une classe pour tout. Sinon, on fait du mauvais code, et après c'est complètement voilà, contre-productif. On avait l'impression de gagner du temps, de simplifier les choses et d'optimiser le projet, et au final, pas du tout. Donc ne tombez pas, ça c'est vraiment l'astuce que je vous donne, dans le piège de forcément tout penser objet, de vous dire bah la programmation objet c'est ce qu'il y a le mieux. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est juste une autre manière de concevoir, de penser la programmation, qui évidemment apporte beaucoup d'avantages, ça c'est clair, il y a des avantages que la programmation objet a, que la programmation procédurale n'aura jamais, ça il faut tout à fait le reconnaître, mais dans beaucoup de choses, eh bien programmer en procédural fera gagner en performance, sera plus rapide, sera plus pratique, sera plus lisible. Donc réfléchissez tout le temps quand vous travaillez sur un projet à manier l'ensemble, d'accord, de manière astucieuse, de manière intelligente, plutôt que de vous dire ah bah l'objet maintenant que j'ai vu ça, tout le reste c'est bon, acheter ça vaut rien. Parce que si ce n'était le cas, dites-vous qu'il n'y aurait plus que des langages objets et on ne ferait plus du tout de procédural. Sauf que le procédural on en fera tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le jour où le principe de fonction disparaît, honnêtement je vois pas trop par contre on pourrait la remplacer. Parce qu'une méthode d'un objet c'est déjà une fonction. Donc déjà on perd cette idée de ne pas vouloir entre guillemets faire de procédural. Mais gardez ça à l'esprit de ne pas forcément faire des classes pour tout, et ne pas forcément faire du 100% procédural si vous êtes en train d'utiliser un langage qui propose de faire des classes, d'accord? Si votre langage propose de programmer en objet, ce serait dommage de se dire bah non, pour moi c'est trop moderne tout ça, j'ai pas envie. Parce que vous perdrez peut-être énormément de choses à exploiter, et énormément de temps gagné, surtout à la maintenance par la suite de votre projet. Je vous laisse avec ça, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu, qu'elle était suffisamment détaillée, hein. J'ai vraiment pris le temps de faire tout le tour de toutes ces informations, quitte à prendre un peu plus de minutes, on n'est pas là de toute façon pour compter la durée des vidéos, je voulais vraiment tout vous détailler en détail, j'ai pris le temps de faire quand même quelques petits schémas, même si en général je m'embête pas forcément à en faire tout le temps, parce que des fois l'explication est suffisante. Donc là vous avez eu des schémas, vous avez eu des explications écrites, et si ce n'est pas suffisant, s'il manque encore des petites indications, n'hésitez pas dans les commentaires à me le faire savoir, à poser vos questions, et je me ferai bien sûr un plaisir comme toujours de
vous répondre et de pouvoir un petit peu vous débloquer là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous aura permis de bien comprendre ces différents paradigmes et de vous aider à vous améliorer et progresser dans les langages de programmation que vous étudiez sur ma chaîne. A bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo.